Bonsoir à tous et merci d'être là avec nous. Je voulais sincèrement remercier Jérôme qui a fait un exercice vraiment pas facile, celui d'essayer vraiment de présenter de manière vraiment pédagogique le pourquoi de ce qu'on fait. C'est vrai que si vous nous lisez régulièrement, vous voyez que depuis un mois, on bourrine pas mal sur le site à essayer d'expliquer qu'il faut nous soutenir, voilà, qu'on essaye vraiment de rendre pédagogique notre démarche. Et c'est vrai que parce que c'est vraiment une démarche particulière du financement participatif, c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas forcément très répandues, et donc il y a besoin vraiment d'expliquer le projet, d'expliquer qui on est. C'est pour ça qu'on se montre beaucoup aussi, et aussi d'expliquer ce qu'on veut faire demain de ce média d'information local. Pour la vidéo, rassurez-vous, elle est vraiment très très bien, et elle sera en ligne sûrement ce soir ou demain, donc vous pourrez la voir. Si vous l'avez pas vue ce soir, c'est pas très grave. Du coup, on voulait prendre un petit temps de discussion donc avec Edoui Plenel, que je remercie sincèrement et très chaleureusement d'avoir accepté de venir nous voir. En plus, c'est une situation un peu particulière, on reviendra dessus après, mais c'est vrai que Edoui comme moi, on fait partie du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, le SPIL, et on se réunissait aujourd'hui pour une journée qui s'appelle la journée de la presse en ligne, qui existe depuis 6 ans, et c'est une journée annuelle où on débat des enjeux de la nouvelle presse, des nouveaux médias, et de tout ce qui implique, on va dire, les éditeurs de presse en ligne. Et c'est vrai que le thème de notre journée, c'était de discuter de la question de l'indépendance économique des médias, qui est, selon nous, la seule garantie d'indépendance des rédactions et du travail de journalistes. Et c'est vrai que, pour commencer, j'aurais souhaité, Edoui, que selon toi, selon ton expérience, bon, on va te présenter, on n'a pas forcément besoin de le présenter beaucoup. Vous savez qu'il a cofondé Mediapart il y a 8 ans, qui s'occupait des directeurs de la rédaction du Monde auparavant, avec notamment, on parlait tout à l'heure, l'affaire Greenpeace il y a 30 ans. Donc c'est mon âge, 30 ans. Ça ne me rajeunit pas. C'est mon âge. Et donc du coup, j'aimerais savoir du coup, avec cette expérience, avec vraiment ce passif, quel sens pour toi, quel sens tu donnes à cette question de l'indépendance des médias, surtout par les temps qui courent? Bonsoir à toutes et tous. Quand Julien m'a demandé de venir, je suis venu, on s'est calé sur la date, mais j'ai évidemment dit oui. Et j'ai fait ce que j'espère vous avez déjà fait ou que vous allez faire. J'ai contribué sur Ulule, hein, bien que je ne sois pas essonien. Pourquoi parce que je vais répondre à ta question sur l'indépendance, mais je voudrais vous dire quelque chose qui vraiment me tient à cœur, qui fait que j'accepte toujours de venir à des réunions de soutien de jeunes, il vient de le constater, de jeunes, j'ai 63 ans, de jeunes qui, et ça va faire exactement par rapport à la carte professionnelle montrée tout à l'heure, en janvier, ça fera 40 ans que je suis journaliste professionnel, et je viens très spontanément parce que je pense qu'on vit un moment très important de transition qui recoupe et rejoint tous les problèmes politiques, démocratiques, économiques, sociaux, géopolitiques que nous vivons, dont nous débattons, qui est lié à toutes ces machines-là, hein, tous ces supports, les tablettes, les mobiles, les ordinateurs, Internet, les réseaux sociaux, qui est une révolution objective, très concrète, très matérielle, très économique, très culturelle, qui bouleverse profondément nos sociétés. Et l'avenir de cette révolution dépend de nous. Une révolution comme celle-là, elle peut produire aussi bien le pire que le meilleur. Et donc, le fait que nous n'en soyons pas spectateurs, que nous en devenions acteurs pour la tirer du côté du meilleur est essentiel. On voit bien que cette révolution qu'on appelle numérique ou digitale, c'est celle qui permet une circulation des savoirs et des informations sans frontières, en temps réel, un accès à des informations, à des connaissances, une relation nouvelle entre les citoyens, horizontale, des débats horizontaux. Bon, on est devant potentiellement un nouvel horizon démocratique.
grâce aux outils technologiques. Mais à condition d'y mettre du contenu, d'y mettre quelque chose qui, dans les tuyaux, va nous élever. Et c'est là qu'on rejoint la question essentielle et qui est autour de l'engagement des jeunes qui se lancent dans des sites d'information. La démocratie, ce n'est pas simplement élire des représentants tous les 5 ans, tous les 6 ans. La démocratie, c'est partager ensemble une connaissance qui va nous permettre d'essayer d'inventer un avenir commun. Ne pas partager les rumeurs, ne pas partager les préjugés, ne pas partager tout ce qui nous rend immobiles, enfermés dans ce que nous sommes, mais partager ce que nous allons faire, une conversation. Tiens, tu as vu ça, tiens, tu te rends compte, tiens, il s'est passé ça. Donc partager ce qu'on appelle des informations, des faits recoupés, vérifiés, qui permettent de discuter ensemble. Vous voyez bien, quand j'ai dit ça, je souligne combien dans notre pays, nous avons un problème. Nous avons un problème d'uniformisation de l'information, de concentration de l'information, d'indépendance de l'information, des grands groupes industriels qui contrôlent des médias, une concentration des médias qui font qu'ils se ressemblent, un suivisme médiatique, des médias qui ne ressemblent pas à notre pays, qui ne ressemblent pas à notre peuple, à sa diversité, qui ne montrent pas la France telle qu'elle est, telle qu'elle vit, telle qu'elle travaille, qui ne font pas surgir à l'agenda du débat public les questions concrètes, qui sont au cœur de comment nous vivons ensemble, qui nous font des débats théoriques dans des bulles sur le vivre ensemble, comme si on ne savait pas vivre ensemble déjà, et qui ne racontent pas comment on vit ensemble, concrètement, et qui ne racontent pas comment on fait chemin ensemble. Dans ce contexte, l'enjeu de l'information locale est un enjeu décisif. Nous, Mediapart, les fondateurs, on venait, cela a été rappelé par Julien, j'avais fait 25 ans au Monde, on venait de cette grande presse traditionnelle, que j'appelle vieille presse parce qu'elle a son âge. Nous nous sommes lancés, il y a bientôt 8 ans, dans cette aventure pour montrer que dans le numérique, dans l'univers d'Internet, dans cette modernité, on pouvait défendre le meilleur de la tradition, faire un meilleur journalisme, mieux documenté, mieux sourcé, plus riche, plus durable, avec des dossiers plus pédagogiques, permettant ce côté université populaire du journalisme. Cette autodidaxie, on est tous des autodidactes, on apprend tout le temps. Il n'y a que justement ceux qui se crispent, qui s'enferment, qui prétendent qu'ils n'ont rien à apprendre. On apprend. Et donc, ceux qui s'enferment dans leurs préjugés, et on le voit bien sur les questions de racisme, de xénophobie, qu'il y a exprimées en haut, justement, ceux-là, ils n'apprennent plus rien, ils font plus mouvement. Donc nous, on fait mouvement, et on fait mouvement en apprenant grâce à l'information. Donc nous, avec Mediapart, on a voulu, dans le paysage des médias nationaux, montrer qu'il était possible de vivre du journalisme, avec la confiance du public. À l'échelle nationale, notre pari fou, c'était de dire, nous, on ne touche pas d'argent de l'État, on ne prend pas de publicité, on n'a pas de mécène industriel, on a mis nos économies, on s'est endetté, mais on va vivre du soutien des lecteurs. Ils vont s'abonner. On a été les premiers à défendre cette idée-là. Cette idée qui restaure la confiance autour d'une information de qualité, originale, indépendante et participative, puisque le numérique permet cela. Le journaliste, il n'est pas au-dessus de ses lecteurs. Les lecteurs peuvent le compléter, le prolonger, mettre autre chose à l'agenda que le journaliste a oublié, le discuter, échanger entre eux. Bon, c'est une réussite, Mediapart. Mais cette réussite sera une réussite triste pour moi si nous ne réussissons pas à ce que cela fasse exemple pour que, dans ce moment de révolution aussi ample que celui qui, à la fin du XIXe siècle, a donné naissance à la presse populaire, à tous ces journaux locaux, départementaux, qui faisaient le bouillonnement démocratique du pays, eh bien, cette réussite de Mediapart, si elle reste solitaire, d'un journal indépendant, qui ne vit que de ses lecteurs, c'est notre logo, notre slogan, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, eh bien,
il faut que cet essai soit transformé. Et ça dépend de vous. Je pense que nous ne prêtons pas assez attention à la démocratie dans notre pays. Nous n'avons pas assez de soucis de la démocratie. Nous sommes le pays de la déclaration des droits de l'homme, pas des droits de l'homme. On les déclare, mais comment ça se passe concrètement? C'est pareil pour la liberté de la presse. Ah, elle existe, on peut dire ce qu'on veut. Ah bon, d'accord, mais qui est à le haut du pavé? Ceux qui disent des paroles de haine, de virulence, pas la conversation démocratique que nous avons ce soir. Et qu'est-ce que c'est que la diversité, la pluralité des informations? J'ai rien contre s'ils sont là ce soir des confrères du Parisien, et il y en a de très bons, mais ils sont rachetés aujourd'hui par Bernard Arnault, qui possède Les Échos, le seul quotidien économique, et qui est le premier annonceur de toute la presse, avec le groupe LVMH, numéro 1 mondial du luxe. Bon. Et donc, ça veut dire une situation de dépendance, ça veut dire qu'il y a des sujets qu'on ne pourra pas aborder de la même manière. Regardez ce qui se passe avec Bolloré sur Canal, hein, et où la simple, comment dire, ironie des Guignols ou du Grand Journal dérange. Et donc, du coup, il faut faire vivre tout cela. À l'échelle d'un département comme l'Essonne, avoir le modèle de Mediapart, de l'abonnement, c'est difficile. Vivre avec que des abonnés, c'est probablement difficile. Mais la meilleure garantie pour qu'ils réussissent, c'est qu'il y ait des lecteurs qui soutiennent, qui se disent, il faut que ça existe et se développe. Il faut qu'il soit, non pas 2 plus 1, il faut qu'il soit 10 pour traiter un département. 5 déjà. Il faut qu'ils puissent faire un site où il y ait toute une partie participative, où vous puissiez faire vos blogs, où il y ait une partie d'abonnement qui vous permette vous-même d'exister. Vous-même de dire au fait, les gars, vous avez oublié qu'il se passait ça là-bas, où vous pouvez parler des créations que vous faites, des initiatives des associations. Ne pas sortir de cette centralisation française. L'ère du numérique nous permet d'en sortir. C'est très bien la réussite de Mediapart. Mais Mediapart, même si nous sommes un média sans papier et sans frontières, et même si on a des lecteurs de toute la France, et pas seulement en Île-de-France, nous sommes quand même à Paris, dans cette centralisation-là. Donc il faut qu'il y ait le même bouillonnement ici. Il faut que dans ce département, s'il y a un département jeune, un département dynamique, il faut que soit autour de ce volontarisme, car je suis venu souvent, on a fait même notre réunion de notre syndicat dans les locaux d'Essonne Info, là, dans notre syndicat professionnel. Il faut absolument qu'ils aient les moyens. Comment on réussit dans le journalisme, un journal indépendant, en faisant des contenus de qualité, qui vont créer de la confiance. Comment on fait des contenus de qualité? En ayant le temps de les faire sans s'occuper des fins de mois. Comment on peut le faire? En ayant de quoi tenir pendant 2 ans. Si on soit regardé et tirer la langue tous les 6 mois, il faut leur donner les moyens de se dire pendant 2 ans on est tranquille. Pendant 2 ans on est tranquille, on fait un meilleur site, on fait des contenus meilleurs, on fait des enquêtes, on fouille, on fait des partenariats avec Mediapart sur... il y a quelques affaires dans l'Essonne et il y a quelques personnages politiques nationaux. Bon, donc on a de quoi faire. Bon, voilà, comme pas seulement sur un événement comme en effet Brétigny. Bon, et puis on a aussi d'autres questions. On a des enfants perdus de notre République qui peuvent grandir dans l'Essonne aussi, dans le cadre des drames qui nous ont touchés. Il y a des questions d'intérêt général partout. Je souhaite cela parce que pour l'instant, par manque d'argent, donc par manque de soutien du public, parce que forcément on ne le sait pas tout de suite qu'il faut de l'argent pour tenir. Mediapart, c'est tout simple. Tout le monde a dit que j'étais fou. Fou de croire que les gens puissent payer pour de l'information, mais pas seulement ça. J'ai dit, pour que les gens payent, il faut qu'il y ait des contenus. Pour qu'il y ait des contenus, il faut qu'il y ait une équipe importante. Le journal des opinions de Plenel, ça faisait peut-être 2000 personnes. Quel intérêt? Les opinions, vous en avez comme moi et vous pouvez être plus pertinent que moi. Mon métier, c'est d'apporter des informations, c'est du travail, ça. Il faut que j'ai le temps de travailler, il faut que j'ai les moyens. Donc Mediapart, moi j'avais dit, il faut qu'on ait les moyens
Donc du coup, on n'a pas trouvé, donc on s'est endetté. Hein, je rembourse un emprunt encore dans 2 ans. On a mis nos économies. On a appelé à une société des amis. Au total, Mediapart, on est parti, on avait 3 millions d'euros. Au total, ça a coûté 5 millions. Pourquoi ce montant-là? Parce que j'ai dit, il faut qu'on ait une équipe d'une petite trentaine, un peu moins, de journalistes qui permettent qu'il y ait des contenus. Et moi, je m'engage à une seule chose, puisqu'il n'y avait pas de comparatif, on ne savait pas si on réussirait. Je dis, je m'engage à ce qu'on ait de quoi payer les salaires pendant 3 ans. Bon. On aurait échoué, j'aurais dû rembourser mon emprunt, je ne sais pas comment, mais bon, voilà. Mais bon, comme on dit à Mediapart, on a mis la tête d'Edoui sur le bio. Bon, voilà. Mais bon, ça a marché. Bon, voilà. Et donc, je dis ça, je ne demande pas qu'ils mettent leur tête sur le bio. Ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas, ils sont jeunes là. Il faut leur donner les moyens d'avoir de quoi, pendant 2 ans, atteindre leur objectif. S'ils n'y atteignent pas, ce sera de leur faute, dans ce cas-là. Ça veut dire qu'ils n'auront pas su faire un journal qui séduise assez. Ils n'auront pas su faire une zone payante où il y a assez d'abonnements et de gens fidèles parce qu'ils se disent l'abonnement me donne le droit de contribuer, donc de tenir mon blog, d'avoir des rencontres, des réunions. Il y a toutes sortes de moyens. Il faut recréer du lien. Le lien, vous savez, le numérique, techniquement, c'est le lien hypertexte. C'est très récent tout ça en plus. C'est ce qui vous permet d'envoyer des mails, de mettre une pièce jointe. Et donc cette question de la relation, recréer du lien. Parce que le virtuel, c'est du réel. Notre réunion de ce soir le montre. Les journaux numériques sont autrement proches de leur public. Ils n'arrêtent pas de faire des réunions, des rencontres. Notre journée de la presse en ligne, c'est le seul endroit dans la presse où aujourd'hui des entrepreneurs de presse, des journalistes, des spécialistes de la presse se rencontrent une fois par an. Et donc, si je suis là ce soir, c'est pas pour parler de Mediapart, etc. C'est pour dire combien c'est un combat essentiel. Parce que, hélas, depuis que nous nous sommes créés Mediapart, on a annoncé en 2007, donc il y a 8 ans, et on s'est lancé exactement en mars 2008. Il y a eu, à l'époque, il y avait un bouillonnement. Mais dans la presse locale, départementale ou dans des villes, tous les projets ont finalement échoué. Dijonscope, Carré d'info, Dijon, donc Carré d'info à Toulouse, Mars Actu, qui a des problèmes à Marseille, un autre qui était à Amiens, dont j'ai oublié le nom, qui était créé par des jeunes sortis de l'école de journalisme. Donc il y a toutes sortes de bonnes volontés qui se disent « Bon, ok, je peux aller me battre un peu le dos au mur chez Bolloré, chez M. Drahi, chez M. Niel, enfin chez tous les industriels qui ont racheté la presse aujourd'hui, ou bien je peux me dire, au contraire, c'est le moment de faire une nouvelle presse indépendante, qui rend des comptes à ses lecteurs, qui est au service de ses lecteurs, qui apporte des informations d'intérêt public, qui est dans cette réelle proximité et qui est dans cet idéal démocratique de la presse. Mais pour ça, ils ne peuvent pas le faire en partant avec 3 bouts de ficelle. Il faut qu'ils aient les moyens de tenir. Et donc, non seulement il faut absolument aller jusqu'à cet objectif des 35 000, mais je pense que ce que vous devrez faire, c'est, y compris indépendamment de l'abonnement, de proposer, écoutez, vous voulez qu'on existe, ben vous faites des souscriptions annuelles. Vous ne l'avez pas fait cette année, vous pourrez faire J'aime l'info. Sur J'aime l'info, il y a ce qu'on appelle un abattement fiscal, puisqu'on a, pour aider la presse en ligne, on a 66% c'est-à-dire que vous donnez 100 € chaque année à Essonne Info, et bien ça vous revient qu'à 34, parce que vous enlevez 66% 66 € à vos impôts. Bon, et donc si vous en donnez 1000, c'est pareil, etc. Bon, voilà. Et ben, c'est pas, comment dire, c'est pas cher. Et la démocratie, ça n'a pas de prix. On n'aura que nos larmes pour pleurer si un jour on se retrouve totalement prisonnier des propagandes, des mensonges, de ces émissions qui mettent en scène la race blanche, qui mettent en scène, vous voyez ce que je veux dire, bon, voilà, tout récemment, bon, ou d'autres choses, ou d'autres horreurs. On a autre chose à faire que de se prendre la tête avec ça. Il faut s'occuper de ce qu'on fait ensemble, comment on travaille, comment on vit ensemble, des questions économiques, des questions sociales, des questions culturelles, des questions de la jeunesse.
Donc il faut parier là-dessus. Mais il faut qu'ils aient, encore une fois, les moyens de réussir. Après, s'ils échouent au bout de 2 ans, après avoir eu les moyens, là on pourra dire c'est qu'ils se sont mal débrouillés. Mais il faut qu'ils aient ces moyens. Trop de journaux en ligne échouent parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Et parce qu'ils ont cru au modèle totalement gratuit. Le modèle gratuit ne marchera pas. La publicité ne financera pas cette presse. Elle va à Google, la publicité. Et elle a beaucoup moins de valeur. Et par ailleurs, elle est polluante sur Internet. Donc, et Sun Info a un peu de publicité, très bien. Mais ça ne suffira jamais. Donc, il faut qu'il y ait la fidélité d'un public. Il faut qu'il y ait la fidélité, soit par le don, soit par l'abonnement, soit par la souscription régulière. Il faut qu'il y ait cette possibilité-là. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi je ne parle. J'ai dit à Mediapart, je suis chargé de dire 20 fois Mediapart quand je passe à la télé. Ce soir, j'ai dit 20 fois et Sun Info. Voilà. Alors, pour compléter un peu, même si c'est difficile de passer après Edoui, par rapport à ton message, c'est vrai que ça me semblait intéressant de repréciser un peu par rapport à notre expérience. On peut presque considérer que à la création et un peu au développement des Sun Info, on a pris presque le problème à l'envers en fait. C'est que on a acheté notre indépendance par le fait qu'on n'avait pas de ressources et qu'on s'est dit qu'on allait faire d'abord un journal sans ressources pour d'abord installer l'idée que ce journal existe et, on va dire, le professionnaliser petit à petit. C'est vrai qu'une expérience de presse normale conduirait à avoir d'abord des investissements, et c'est vrai qu'on n'a pas fait cette démarche-là, y compris parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de réseaux d'investisseurs autour de nous. Et c'est vrai qu'on est parti un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on a fait ce journal, on s'est dit, on donne d'abord une existence à un journal, voilà, sur un territoire, c'est-à-dire en le quadrillant, en apprenant à le connaître, même si on le connaissait déjà, parce qu'on était déjà issus de ce territoire, de milieux citoyens, associatifs ou de la culture. Et c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, on va d'abord donner une existence à ce journal, et puis presque, on va voir. Et bon, au bout d'1 an et demi, 2 ans, on s'est dit qu'il fallait quand même, au bout d'un moment, vous savez, les périodes de chômage, il y a toujours une fin. Donc il faut toujours soit à côté travailler ou se dire, construire un modèle économique. Et donc, Jérôme l'a un peu expliqué au début. C'est vrai qu'on a construit petit à petit en fait, ce modèle. D'abord, on va dire un premier sous-modèle qui est celui d'avoir, voilà, vendre quelques recettes publicitaires, solliciter quelques annonceurs, faire un peu de prestations ou de formation, ce qui nous a permis quand même de tenir jusque-là, voilà, de pouvoir se professionnaliser, de pouvoir avoir des salariés, c'est-à-dire vraiment devenir une structure employeur. Comme le rappelait Jérôme, c'est vrai que c'est des marches qu'on a gravies presque petit à petit. Mais c'est vrai qu'on se rend compte, au bout d'un moment, ça a une limite, en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est le constat qu'on a fait il y a 5-6 mois au sein de l'équipe et de notre conseil d'administration. On est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'on passe l'étape d'après, en quelque sorte. Et c'est vrai que l'étape d'après, c'est celle, pour nous en tout cas, d'un besoin de stabilité, premièrement, de l'équipe, c'est-à-dire l'équipe qui est à moitié salariée, à moitié à temps partiel, à moitié volontaire. Donc, c'est-à-dire vraiment une idée de stabilité et de viser un développement un peu supérieur, c'est-à-dire sans vouloir gagner de l'argent avec ce média, parce que c'est pas du tout la question, mais simplement d'en vivre un minimum et pour nous, c'est-à-dire d'avoir une structure qui nous permette d'être viable. Et par ailleurs à ça, en se disant que nos contenus et les retours qu'on a nous font dire qu'on est quand même on pense avoir une bonne direction rédactionnelle par rapport aux retours qu'on a, par rapport aux lecteurs, par rapport à ce qu'on nous rapporte de à quoi on sert en fait sur un territoire comme celui-là, un territoire très complexe en plus. Et ce constat, du coup, nous a un peu fait dire que la clé de réussite sur un moyen long terme d'un projet comme celui-là, c'était effectivement d'impliquer concrètement les gens qui nous lisent, les lecteurs. Et c'est vrai qu'avec une période de crowdfunding, de financement participatif comme celle-là, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a beaucoup plus de retours
qu'on a déjà régulièrement, mais on a vraiment beaucoup de lecteurs qui nous envoient des mails, qui nous sollicitent. Il y en a qui passent nous voir, même au journal. Ils disent je peux passer. On dit bah oui, passez nous voir. De toute façon, si on fait une opération de financement participatif, c'est pour discuter, c'est pas pour s'enfermer sur nous-mêmes, évidemment. Et donc du coup, c'est vrai que c'est une période qui est vraiment très très intense pour nous et très très riche parce que on se dit que la suite de ce média, s'il y a une suite, c'est forcément avec une implication réelle de nos lecteurs. Et nous, c'est aussi un travail sur nous-mêmes qu'on a commencé et qu'on doit continuer. Le fait tout simplement de sortir beaucoup plus, de se montrer beaucoup plus, de faire beaucoup plus de rencontres. On en a fait quelques-unes pendant cette opération de crowdfunding et on ressent qu'il y a un besoin d'échange. La semaine dernière, on a fait une réunion sur le plateau de Saclay, qui est un lieu donc dédié au cluster de la recherche française, donc qui est un lieu hautement stratégique. Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs du plateau aimeraient que Mediapart aussi s'y intéresse, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et par exemple, c'est vrai qu'un territoire comme celui-là, avec toute sa complexité, avec vraiment les enjeux, et même des enjeux d'argent public, donc quand on parle d'enjeux de démocratie, c'est-à-dire comment on utilise l'argent public de nos impôts, voilà, pour faire même populiste presque. Mais quand on voit qu'une commune, donc c'est-à-dire la structure qui regroupe l'ensemble des universités et des écoles de l'établissement, a 1,8 milliard d'euros de budget. Donc le rôle d'un média, c'est aussi d'expliquer, de savoir à quoi sert cet argent, où va cet argent et où va ce projet. Je parle spécifiquement d'un territoire comme celui-là parce que on a pris le parti, nous, avec Essonne Info, depuis voilà, 2 ans et demi, sur ce territoire-là, d'essayer de le traiter vraiment avec de la profondeur. C'est-à-dire vraiment de prendre le temps, voilà, de prendre le temps d'y aller, parce qu'on est basé sur Évry, mais on n'est pas très très loin géographiquement, mais il faut quand même y aller. Mais y aller, rencontrer des gens, voilà, se faire des réseaux sur le terrain, parce qu'il y a une quantité d'attachés de presse, de services communication, de tas de sens sur un endroit comme celui-là, mais on sait bien que à notre niveau, c'est pas là où on a toutes les informations. Et donc du coup, clairement, le traitement des enjeux de recherche, d'économie, d'aménagement, par exemple, d'un territoire comme celui-là, le seul moyen de traiter efficacement, c'est le temps et l'énergie qu'on y passe, évidemment. Et c'est vrai qu'on discutait de ça l'autre soir, et qu'on ressent un besoin, quoi, vraiment sur beaucoup de gens s'interrogent voilà, sur la question de cette indépendance des médias, mais du sens des médias. On entend beaucoup les médias tous pourris, machin, alors c'est un peu simpliste, mais en même temps, si on entend ça de plus en plus, c'est peut-être aussi que la vie médiatique et les médias mainstream doivent aussi en partie se remettre en question. Et pour finir sur ça, je pense clairement que à une échelle locale, il y a la place, voilà, on pense maintenant, on en est même persuadé qu'il y a la place pour un média qui essaye d'aller un peu plus en profondeur. Alors, on n'est pas non plus Mediapart, on n'est pas là pour faire de l'investigation, enfin, peut-être pas encore, mais bon, on n'a pas les moyens non plus de faire de grandes enquêtes, mais on se dit que voilà, développer des enjeux locaux, essayer de saisir des thématiques locales en allant un peu plus loin, en expliquant, en faisant de la pédagogie sur des choses qui nous concernent en fait au quotidien, parce qu'on habite tous ce territoire, on le vit, et ce qui s'y déroule nous concerne en premier plan. Et donc c'est vrai que même au niveau local, je pense qu'il y a un vrai enjeu démocratique. Et sans tirer sur l'ambulance, c'est vrai que on est aussi sur un territoire où la situation des médias, de manière générale, c'est un peu compliqué depuis quelques années, puisque on en a un peu moins qu'avant, parce qu'il y avait plusieurs médias qui ont fermé. Une agence de presse de bonne qualité qui s'appelait Boucan, qui a fermé ses portes. Une chaîne de télévision locale qui s'appelait Téléson, qui a fermé l'année dernière. Et donc on sent qu'on est un peu à un tournant, et ce tournant, Essonne Info, on se dit qu'on a notre place, voilà, à prendre si nos lecteurs nous font confiance là-dessus. Et avant que peut-être on échange, je voulais juste dire, je dis souvent dans l'histoire de l'aventure de Mediapart, je dis Mediapart c'était un laboratoire, comme on dit pour reprendre l'image de Saclay, un laboratoire de recherche, puisque c'est nouveau.
Hein. Faut bien que vous voyez quand même, hein, quand on parle de Apple, le nouvel Apple du retour de Steve Jobs avant qu'il meure de son cancer, mais qu'il en fasse la plus grosse capitalisation de toute l'histoire avec ces machines-là. Quand on parle de Facebook, quand on parle de Twitter, quand on parle d'Amazon, etc., on parle de réalités qui ont entre 10 et 20 ans. C'est-à-dire tout ça, et le numérique en tant que tel n'est pas si récent. Mais l'accélération de tout ce qui se passe sous nos yeux est totalement récent, ce qui rejoint, pour l'anecdote, la bataille entre guillemets fiscale de Mediapart sur la TVA, c'est que notre différend avec le fisc, c'est qu'il veut nous imposer des réglementations qui ont été édictées quand il n'y avait pas la presse numérique. C'est comme si, en clair, vous disiez au début de la précédente révolution industrielle, vous disiez à des compagnies aériennes qu'elles doivent être sanctionnées au nom d'une réglementation du chemin de fer. C'est à peu près la même chose. Bon. Et donc, en clair, nous ne sommes pas, c'est pas derrière nous, c'est devant nous. En termes, soit, encore une fois, de surveillance généralisée, hein, c'est les révélations de Snowden qui montrent que c'est possible, soit d'immenses entreprises qui sont plus puissantes que des États, soit, à l'inverse, de dynamique démocratique, de dynamique de l'information. J'ai participé à l'Assemblée nationale à une commission moitié de parlementaire, moitié de gens de la société civile. J'étais le seul journaliste qui a rendu un rapport très ignoré tout récemment, pas du tout traité dans les grands médias, et où, avec une autre personne venue du numérique, de la Quadrature du Net, nous avons en un an réussi à faire bouger l'ensemble des participants. Les 13 parlementaires, ils sont de tous les courants, de droite, de gauche, du centre, écologistes, tout ce que vous voulez. Et les personnes de la société civile, il y avait beaucoup de juristes, un peu tatillons. Et ce rapport, vous pouvez le trouver, soit en le commandant en ligne, ou soit en le téléchargeant, s'appelle Un nouvel âge démocratique. C'était une commission sur les droits et libertés à l'âge du numérique, et qui pose ces questions fondamentales. Comment assurer le droit de savoir, le droit que nous sachions ce qui est fait au nom du peuple, au nom de notre intérêt. Comment faire que la liberté de dire ne fasse pas du mal à d'autres libertés individuelles. Bref, comment tirer la démocratie vers le haut. Bon. Donc on est dans ce moment-là. On est dans un moment qui n'est pas passif, et il faut devenir acteur par en bas, dans la société, pas attendre d'en haut. Bon. Et c'est ce que ce rapport illustre, où on a entraîné des gens qui sont, parce qu'ils connaissent le numérique, parce qu'ils ont fait le chemin, parce qu'ils ont compris. Et on a réussi, pendant un an de débat, à faire ce qu'on appelle une majorité d'idées, qui fait que, du coup, les parlementaires de droite, de gauche, les membres venus de la société civile, on s'est tous tombés d'accord pour critiquer des dispositions régressives, des lois sur le terrorisme, des lois sur la surveillance générale, qui brandissent la sécurité au détriment des libertés. Bon. Donc, je reviens. Pourquoi Mediapart est un succès ? Mediapart, parce que l'idée du laboratoire, c'était, dans ce moment-là, en allant contre les vulgates. Quand nous sommes créés, on disait sur Internet, l'information est en flux continu, elle est forcément gratuite, et c'est des formats courts, superficiels. Bon, on a montré qu'il pouvait y avoir une relation de création de valeur. Je préfère ça au payant, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une valeur de l'information, donc une valeur de la démocratie. On n'est pas derrière un mur payant. Un abonné de Mediapart, il peut offrir autant d'articles qu'il veut à des amis. Le club participatif de Mediapart est en accès libre. Donc tout ça est plein de trous, ça circule. Ça, c'est la gratuité démocratique. Ce que nous avons refusé, c'est ce que j'appelle la gratuité publicitaire, qui amène à aller vers le flux, quand on est dans les grands médias nationaux, vers la superficialité. On a montré qu'on pouvait faire des enquêtes longues, des articles longs, et que les gens lisent sur le numérique. On a de plus en plus développé le multimédia, des événements entre guillemets télévisuels, des vidéos, des reportages photos, des webdocs. C'est fini la grand-messe du 20h. Les jeunes, tous,
le savent, et vous le savez, et on devient tous jeunes un jour ou l'autre où ils nous réveillent quand même. On ne se met plus devant la télé à 20 heures, on regarde en replay, on revoit ça. Donc les modes de consommation se font différemment. Donc qu'est-ce que j'espère depuis, et à chaque fois, j'espère que Essonne Info, justement, en ayant essuyé les plates, en ayant commencé avec l'illusion, en disant comme ça, ben, on est gratuit, on est indépendant, on créera, etc. Mais se disant, bon, maintenant, bon, un peu d'âge de raison, il faut des moyens, il faut le soutien des lecteurs. Mais que ce soit Essonne Info, comme Mediapart l'a été pour l'info nationale d'intérêt public, que ce soit un laboratoire. Car ce qui n'a pas encore été fait, ce que montre Mediapart face à la presse nationale, les quotidiens nationaux, les hebdomadaires nationaux, n'a pas été fait sur l'information locale, qui est le secteur le moins pluraliste qui soit en France. Vous savez que le premier groupe de presse français, c'est un groupe de la presse quotidienne régionale. C'est une banque, c'est le Crédit Mutuel. Et c'est les copains de Bolloré. Le Crédit Mutuel, je veux dire. Bon, par ailleurs. Donc c'est aussi, le documentaire qu'a censuré Bolloré, c'était sur les liens avec le Crédit Mutuel. Donc ça n'arrange pas voilà, d'avoir un actionnaire qui gère les journaux comme il gérerait des agences bancaires. Bon. Donc je dis ça pour dire, voilà, il y a un enjeu pour dire, ben non, c'est pas ça la presse. Et on peut faire mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens bien qui travaillent dans ces journaux. Mais ils se battent comme des petits poissons qui nageraient dans une mer polluée. Donc il faut essayer de montrer qu'il peut y avoir des lieux où la mer est dépolluée. Où on peut s'épanouir. On peut vraiment créer de la confiance saine avec le public. Pourquoi je dis que ça peut être un laboratoire? Qu'est-ce que c'est le numérique? Il n'y a pas de problème de longueur. On peut utiliser tous les formats qu'on veut. On peut être divers dans les formats et multiples dans les longueurs, court, long, etc. Premièrement. Deuxièmement, c'est de la mémoire. Il y a des archives. Ce n'est pas un numéro d'un journal clos, papier, où il faudrait aller aux archives pour retrouver ce qui a été dit l'avant-veille. Non, il y a tout. Il y a tout. Il y a la mémoire de tout. Donc on peut faire des dossiers, on peut mettre en perspective. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'information locale, qui est une information de proximité, où il y a des nouvelles de proximité. Après tout, il n'y a rien de mésestimable à permettre, par exemple, et c'est une suggestion, de dire, ben voilà, vous avez des naissances, vous avez des décès, plutôt les naissances, parce que les naissances aussi, c'est des bonnes nouvelles. Bon, ben écoutez, si vous soutenez Essonne Info, on met en ligne l'avis de naissance, la photo de vos enfants et tout, des petits-enfants, et puis d'autres annonces. Voilà, il y a un carnet. Le carnet, il permet que ça circule, il permet que ça... Il y a des réunions de conseils municipaux, départementaux, d'assemblées. Mais on peut faire des comptes rendus autrement participatifs. On peut raconter les choses. Il y a des projets, on peut dire réagissez, discutez. Il y a un incident avec des problèmes, des tensions. Et à l'inverse, montrer ce qui marche, parce que beaucoup de choses marchent dans notre pays. Bon, et les faire vivre. Au sens justement de ce que ne voient pas les médias nationaux par rapport à nos quartiers populaires, par rapport à la réalité de notre pays. Donc, je pense qu'il y a vraiment 1000 idées possibles pour faire ce qui pour moi, et j'ai souvent dit qu'une locale, quand j'ai formé des jeunes journalistes, je disais la locale, ce qu'on appelle la locale dans la presse, c'est une très bonne école. Parce que, voilà, on fait du saut dessus sur toutes sortes d'événements. Et dans la locale, on ne peut pas tricher. Parce que si on se trompe sur l'écriture de la commune, sur le lieu où ça... on n'est pas loin de ces lecteurs. Ils voient que, tiens, celui-là, il n'y était pas. Voilà, on ne peut pas tricher. On doit être... Donc, je pense qu'avec tous les outils du numérique, la multiplicité des formats, la diversité des longueurs, etc. On peut arriver à faire quelque chose qu'il faut penser de l'intérieur. Moi, j'ai toujours été dans cette presse dite nationale. Mais je pense que ce laboratoire nous manque. Et que si Essonne Info pouvait réussir, pouvait se stabiliser,
pouvait passer après le cap des régionales avec ça, et ensuite la dynamique des débats de la présidentielle, et accompagner tout cela, eh bien on aurait le laboratoire qui nous manque. Et qui, si en plus le soutien financier se maintiendrait de votre côté, hein, avec des bonnes idées commerciales, en disant si tu es abonné, bah, tu participes à une communauté, tu peux avoir droit à des choses, etc. Si tu souscris régulièrement, tu peux... Eh bien, après, bah, ça pourrait continuer, grandir. C'est vraiment le moment. Et voilà, et donc je ne peux pas donner toutes les idées qui me viennent comme ça, hein. Je réfléchis à voix haute devant vous, mais je pense vraiment qu'il faut... Vous savez, notre relation avec Essonne Info, je vais vous faire une petite histoire qui m'a beaucoup touché personnellement. On se connaît avec Julien dans le cadre de ce syndicat professionnel, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Bon, comme vous le savez, il y a eu ces 7, 8 et 9 janvier, ce moment de sidération, ces attentats, et le risque qui est toujours présent dans notre débat public, qu'on transforme janvier 2015 en septembre 2001, qu'on utilise ces attentats pour, du côté de la politique de la peur, hein, pour nous dresser les uns contre les autres, pour aller droit devant vers le gouffre du choc des civilisations, des guerres de religion. Bon, cette tentation existe chez une partie de nos gouvernants, comme elle a eu lieu aux États-Unis d'Amérique, et nous en payons le prix. Daesh est le produit de la catastrophe américaine en Irak, même s'il y a évidemment une histoire idéologique dans ce totalitarisme qui se réclame indûment d'une religion, mais il est le produit de ces catastrophes. Je rappelle juste, ça n'arrive pas qu'aux autres. La catastrophe américaine en Irak, elle a été permise aux États-Unis par un mensonge d'État devenu mensonge médiatique. Donc la vitalité de la presse, c'est important. Et je dis ça parce que j'avais, pour un livre que j'avais fait contre la stigmatisation de nos compatriotes de culture, de croyance ou d'origine par leur famille musulmane, j'avais accepté une invitation ici dans l'Essonne à débattre avec voilà, des personnes qui sont de culture ou de croyance musulmane. Et cette invitation était faite bien avant, et ça se passait, je crois, le week-end 10 jours ou 15 jours après les attentats. Et dans le moment où à la fois il y avait ceux qui pouvaient potentiellement stigmatiser, et aussi le fait que d'autres rentraient la tête en se disant « quelle catastrophe, ça va nous retomber dessus ». Un moment où, hélas, dans le discours dominant de notre pays, on ne brandissait pas le vrai visage de la France. Sur le visage de la France, bien sûr, il y a ces 3 enfants perdus de la République, parce qu'ils sont passés dans nos institutions, qui ont rencontré dans un chemin de perdition, où ils cherchaient leur propre fierté, ils ont rencontré cette idéologie totalitaire, et ils ont payé ça de leur vie. Mais il y a les 17 autres, les victimes. Et les victimes, elles sont la France telle qu'elle est. Je le dis toujours, ça. Et il faut le rappeler toujours. Parce que nos dirigeants et nos responsables politiques ne l'ont pas fait, cette pédagogie. Il y a des héros dans l'histoire, dans cette histoire. Il y a, par exemple, un gardien de la langue française à Charlie Hebdo. Il était algérien jusqu'à il y a 1 an et demi. Il est grandi dans un pays de culture musulmane. Il n'était pas pratiquant lui-même. Il s'appelait Mustapha Ourad. Mais surtout, il y a quelqu'un qui a exposé sa vie alors qu'il aurait pu rester dans son coin. C'est ce policier qui a couru, qui a cherché à les attraper, qui a été exécuté, Ahmed Merabet. Mais Ahmed Merabet, il est musulman. Il est musulman de foi, de pratique. Et sa famille, il est, et sa mère et ses sœurs, en partie, portent le foulard de leur culture, de leur croyance. Et puis, il y a eu, dans tous ces morts, cette policière antillaise, des juifs, de croyance ou de culture, des athées, des francs-maçons, des chrétiens de naissance, baptisés, religieux, pas religieux. Il y a eu tout ça. C'est la France. Et puis, il y a eu un héros dont on ne parle pas dans notre pays suffisamment. Comme il y a eu Ahmed Merabet, c'est un héros, représentant de la police, de la République, un héros musulman.
pouvait être autre chose, mais il se trouve qu'il l'était. Donc, est-ce qu'on dit les musulmans? Mais ils sont là, les musulmans aussi. Et puis, il y a eu un héros, Lassana Bathily, ce jeune homme qui était à l'hypercacher, dont le meilleur ami était quelqu'un de la communauté juive venue de Tunisie, qui est mort. Et qu'est-ce qu'il a fait, Lassana Bathily? C'est qui, Lassana Bathily? Il a sauvé donc les otages. Quand on lui a dit pourquoi vous avez fait ça, il dit bah, c'est normal, je ne suis pas un héros, on est tous frères. Et c'est un jeune garçon qui est arrivé comment? Dans nos débats sur les migrations, dans nos crispations sur des égoïsmes où on a peur comme ça. Ben, il est arrivé sans papier, dans cette humanité qui bouge, qui veut un avenir meilleur. Il a été scolarisé grâce au réseau Éducation sans frontières. Et puis il a réussi. Et puis il avait son premier emploi. Et puis ben, voilà, grâce à son acte héroïque, il a eu la nationalité française qu'on lui avait refusée quelques mois avant. Lassana Bathily, malien, noir de peau, musulman de foi. Et aujourd'hui, franco-malien. Alors je vous dis ça parce que pour moi, c'était important d'être présent dans ce moment-là, de tendre la main à ceux qui pouvaient se sentir dire bah, c'est une catastrophe pour nous, on va nous regarder, on va nous désigner et faire du lien, de la relation, des causes communes, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. Et c'était dans l'Essonne, donc j'ai dit à Julien, bah, écoute, j'aimerais bien expliquer pourquoi je fais ça. On a fait un entretien. Et puis j'ai été à cette soirée où il y avait 500 personnes, et où ça s'est passé très très bien, avec des topos formidables, où j'ai parlé de Jaurès, de la République, etc. Le seul journal qui en a rendu compte. Il n'y avait aucun autre média. Pourtant, c'était un moment, on peut se dire quand même, 500 personnes d'une association musulmane. Juste après les attentats, il y avait Tariq Ramadan, il y avait moi, il y avait un débat sur la République, sur la laïcité. 10 jours après les attentats, on peut se dire, mais quand même, on va les voir, on va voir qu'est-ce qu'ils disent. C'était important, c'était important. 500 personnes étaient là, ils étaient venus d'un peu partout, parce que l'association était une association d'Evry, je crois, de Corbeil, voilà. Bon, le seul journal qui a rendu compte de ça, c'est Essonne Info, et qui a rendu compte des choses normales, que ça se passe bien. Si, il y avait un autre média, la BBC, la radio britannique. Voilà, qui est venu et qui a raconté, et ça permet de faire tomber des choses, de ne pas être dans cette brutalisation du débat national. Je dis ça parce que il faut qu'il y ait cette vitalité de l'information dans les territoires, il faut qu'il y ait cette indépendance de l'information, ce côté naturel, ce côté simple qui va avec le numérique. Et il faut que vous leur permettiez même, plus que les 35 000, là, d'être ce laboratoire qui montre que ça peut marcher. Et pour ça, encore une fois, il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens, il faut avoir la tranquillité d'esprit. Merci Edoui. Merci pour lui. Je ne vais pas en rajouter pour l'instant, parce que tu as dit énormément de choses, vraiment très, à mon avis, très pertinentes. Mais ça me semblait intéressant dès maintenant d'ouvrir la discussion. Et moi, je répondrai aussi encore un peu après, et puis toi aussi. Et du coup, donc, il y a un micro dans la salle, et du coup, on souhaitait un petit peu que cette soirée soit un moment d'échange, de discussion, de vous, comment vous concevez ces questions d'information et d'indépendance de l'information au niveau national ou au niveau local, sur ce territoire particulièrement, puisque c'est là où on est. Et donc du coup, la première question est toujours la plus dure, ou la première remarque, ou la première intervention. Monsieur. Ah, et donc Gérald, qui est là, fait passer le micro. Bonsoir, je m'appelle Bernard Bressler, je suis secrétaire général du CIFORDOM, qui est une association massicoise depuis 1982, et j'ai le plaisir de revoir Edoui Plenel, que nous avons récompensé pour son livre Les musulmans l'an dernier, et c'était le prix Fête Cannes de la mémoire. Tout à fait. Alors, Fête Cannes, hein, en créole, c'est la fête de la Canne. Hein. Tout à fait. Et bien sûr, le plaisir de vous revoir, et puis surtout dans ce cadre-là et dans cet esprit, parce que, je vais dire deux mots quand même de l'association, qui est effectivement une association qui essaie
effectivement de créer des liens, qui a comment dire, créé un prix littéraire depuis 12 ans maintenant, qui se fait tous les ans, et qui récompense des auteurs francophones comment dire, au départ des Antilles, mais aussi du Sud, c'est-à-dire de l'Afrique, etc. Et donc de permettre à des ouvrages qui sont bien souvent, bien sûr, oubliés. Il suffit de voir le prix Goncourt en ce moment ou les autres prix Renaudot, etc., qui ne font pas, comment dire, qui sont ce que j'appellerais du franco-français, c'est-à-dire dans la tradition des romans, qui sont certes louables et très intéressants, mais qui ne couvrent pas l'entière, comment dire, le panel complet des ouvrages qui sont édités. Donc ça, c'est le premier point. Et le CIFORDOM, c'est aussi une association qui traite du racisme, des discriminations, et c'est un volet très important. Et je dirais que je ferai un relais avec ma vie personnelle, en quelque sorte. J'étais adjoint au maire à Chilly-Mazarin, donc bien sûr la précédente mandature, et l'équipe qui est venue en place, vous la connaissez certainement pas, mais elle a été comment dire, signalée au niveau de la presse, puisque c'est au niveau de cette commune que, d'une part, au niveau culturel, ils ont décidé de supprimer la MJC donc, en termes uniquement pour des raisons politiques, puisque il n'y avait aucun problème de ce côté-là, donc je vais très vite. Et d'autre part, des fameux menus de substitution, puisque depuis 40 ans, dans cette ville, il y avait des repas qui se faisait, enfin un deuxième repas le vendredi, ça ne posait aucun problème, pas de problème à personne, et tout d'un coup il y a eu ce diktat qui est venu. Donc on se retrouve maintenant dans une ville où il y a, justement, on parlait du lien, il y a ce lien qui n'existe pas, qui n'existe plus, avec des gens qui maintenant se regardent en se disant tu es avec moi ou contre moi, alors que précédemment, je ne dis pas c'était le paradis, bien entendu, mais c'était un endroit où il faisait, je dirais, bon vivre, et maintenant, tout le monde se regarde, et avec des... Bon, c'est pas une vie saine. Et donc, je crois que entre le CIFORDOM, cette vie que l'on a quotidiennement, et la démarche que vous avez, donc d'être indépendant, de pouvoir traiter un certain nombre de dossiers. Moi, ça m'intéresse parce que tout ce qui est, comment dire, qui me semble sincère, dynamique, eh bien, moi, je suis partant. Et bien sûr, je serai, enfin, je vais donner la suite qui convient à votre, non pas votre demande, mais à votre recherche d'équilibre et d'indépendance. Mais d'autre part, ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir, comment dire, être partenaire en quelque sorte, de pouvoir donc proposer, alors il faut voir la forme bien entendu, mais des articles, enfin quand je dis articles, c'est bon, des fichiers, enfin qu'importe, des articles, de façon à ce que cette information-là, parce que dans la mesure où vous n'êtes pas très nombreux, eh bien, le fait d'avoir des gens, je veux dire, en quelque sorte reconnus, ça permet d'avoir une identité, enfin disons, pas une identité, mais on fait confiance en quelque sorte, et puis après vous traitez de l'information comme vous savez faire, et à ce moment-là, ça permet à tout le monde d'avoir l'information, d'entendre et de créer un dynamisme. Voilà, j'en ai terminé. Merci. On va continuer à discuter, mais juste pour aller un peu dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est vrai que on se pose beaucoup de questions, et du coup, dans la nouvelle version du site, on a réellement l'intention d'avoir des espaces ouverts vers l'extérieur. Donc après, c'est vrai que nous, ça nécessite qu'on ait une personne à temps partiel, par exemple, enfin en tout cas, qui prenne au moins la moitié de son temps pour gérer tout ça. Parce que oui, c'est vrai, comme vous le dites, on ne peut pas être partout, on ne peut pas forcément se déplacer dans tous les endroits. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que on a réussi quand même, et c'est vrai que c'est un peu le rôle que vous avez en tant que citoyen, et c'est en fait de nous signaler en fait quand il se passe des choses. Et c'est vrai que sur Chilly particulièrement, c'est vrai qu'on a pu grâce à des citoyens qui nous ont prévenus sur l'histoire de la MJC, c'est vrai qu'on a suivi
toute l'histoire, les conseils municipaux, les manifs, enfin vraiment sur la genèse du pourquoi et des conséquences sur une ville comme Chilly-Mazarin, et du coup même jusqu'à qu'ils créent leur nouvelle MJC en centre-ville plus récemment. Mais c'est vrai que sur la question par exemple des repas de substitution, c'est clair que personne dans l'équipe n'habite à Chilly-Mazarin, et c'est parce que des citoyens nous l'ont, plusieurs en plus, parce qu'il y a eu Vissou juste avant, mais c'est parce qu'on a eu ces infos que on a pu essayer de venir voir, comprendre, interroger le maire ou son équipe, pourquoi, et sans aller faire les sorties d'école aussi, on l'a fait, on a dû faire un reportage aussi en sortie d'école, mais ça pour dire qu'il y a un vrai besoin, à mon avis, d'interaction en fait, clairement, entre les citoyens et les acteurs locaux, et un média dans sa recherche d'informations, dans sa recherche de sources d'informations, parce qu'un média ne peut pas publier, ne peut pas sortir des articles s'il n'a pas de source, quelle qu'elle soit, enfin vraiment, à moins de se contenter des sources officielles, c'est-à-dire voilà, des conférences de presse que les institutions veulent bien donner. Et c'est vrai que si on se contente de ça, on est simplement un relais. Alors que si on a une diversité de gens qui nous envoient de l'information, qui nous envoient des sources, qui nous donnent, qui sont des sources pour nous, ça permet d'être le mieux connecté possible. Et donc du coup, on a l'intention vraiment de continuer cette démarche-là et d'aller plus loin sur ces ouvertures d'espaces participatifs dans le nouveau site. Est-ce que je voulais un peu dire sur ça? Vas-y, Bonsoir à tout le monde, donc Jérôme Gage. Moi je vais juste porter témoignage, puisque j'étais un des acteurs de l'information dans ce département, avec d'autres. On a vu arriver Son Info il y a 5 ans, avec un regard forcément un peu interrogatif sur la dimension à l'origine dont on ne percevait pas bien si elle était strictement militante, un petit peu improvisée, et assez vite on a eu affaire à une démarche extrêmement professionnelle. Et moi, je peux que confirmer la nécessité pour un département comme le nôtre d'avoir des relais, des journalistes qui font vivre le débat démocratique dans un territoire de banlieue dont la principale difficulté est de ne pas avoir d'identité qui se construit du fait de ce que nous sommes, hein, une terre où les gens arrivent et partent, ils viennent parfois de très très loin, ou des campagnes françaises, donc on est vraiment un territoire qui a un questionnement sur sa propre identité. Et c'était la grande difficulté pour tous les responsables politiques, quelle que soit leur sensibilité, de savoir comment cette identité peut être donnée à voir. Parce que la très grande proximité avec le cœur d'agglomération parisien écrase une partie des initiatives et de la réalité de la vie politique, de la vie économique, de la vie sociale, de la vie sportive, de la vie culturelle, où soit on ne brille pas assez pour intéresser le cœur d'agglomération et donc les médias du cœur central. Et donc on n'est pas donné à voir, entretenant cette idée qu'il ne se passe rien en banlieue, alors que précisément on a cette choufleurisation d'initiatives, de parcours, de personnes, de choses positives et moins positives. Alors historiquement, c'est vrai que les choses moins positives qui se passent en banlieue, là pour le coup elles intéressent. D'anciens élus vous diraient que ceux qui avaient été à l'origine de la création de la fameuse télévision locale il y a 25 ans, c'était l'idée qu'ils en avaient marre de voir uniquement FR3 qui franchissait le périphérique uniquement pour couvrir les faits divers et les problèmes dans les quartiers. Ils disaient on veut donner à voir ce qui se passe aussi de positif. Donc un tel outil est absolument indispensable dans la construction de cette identité et tout simplement aussi de donner à voir les débats qui traversent. Moi, je livre là aussi de témoignages. On sort d'une période électorale pas forcément heureuse pour celui qui vous parle à l'instant, mais à ce moment-là, le cœur des débats qui nous ont permis de parler des enjeux des élections départementales, je le dis sans flagornerie, mais c'est Son Info qui a permis d'organiser de manière thématique l'ensemble de ces débats. Sous la forme des comptes rendus, sous la forme de l'émission de radio que vous aviez enfin, de l'enregistrement que vous aviez fait. Et ça c'est aussi une vraie carence, parce que aussi notre faiblesse dans cette grande région parisienne, c'est qu'il n'y a pas de presse quotidienne régionale. Quand je parle avec ceux de mes collègues qui sont élus dans d'autres territoires, alors on peut avoir le jugement qu'on veut sur la qualité de la PQR, mais au moins elle a le mérite d'exister et d'offrir quotidiennement un espace d'expression qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a au moins le mérite d'exister. J'ai aussi de la sympathie pour le Parisien, mais la réalité des pages essoniennes
du Parisien dans l'édition francilienne est telle que il y a peu d'espace pour justement des choses positives, pour le débat politique, pour des initiatives économiques, pour des initiatives sociales, culturelles ou associatives. Donc sur la nécessité, il n'y a absolument pas un doute. Alors moi j'ai une question à cet instant. Dès l'instant où on estime cette nécessité, moi c'est une question qu'on avait d'ailleurs nous-mêmes commencé à nous poser, un petit peu à évoquer avec vous, c'est de voir, dès l'instant où il y a une impérieuse nécessité, de voir comment elle peut être soutenue et relayée, sans altérer l'indépendance. Je fais le parallèle, et puis je vais m'arrêter parce que je suis déjà trop long. Il y a 25 ans, des élus de toute sensibilité ont décidé de créer cette télévision locale. Ce sont les mêmes 25 ans après, parce que là, pour le coup, le modèle économique n'existait pas, faute précisément de financement public pérenne, et notamment de financements nationaux. Pendant 20 ans, ça a été des financements, et notamment pendant 15 ans, des financements départementaux qui ont malheureusement pas pu être poursuivis. Mais la question que se pose, je ne sais pas si vous voulez te poser, c'est faut-il un financement public pour une initiative comme la vôtre? Parce que le crowdfunding, c'est la garantie de l'indépendance en multipliant les donateurs et en s'extirpant de la dépendance à un ou plusieurs financeurs. Mais si on considère que vous êtes dans une mission, je ne veux pas dire de service public, parce que ce n'est pas l'idée, mais dans une mission d'utilité publique, alors faut-il ou pas que, d'une manière ou d'une autre, tous les Essonniens, à travers le pot commun qui s'appelle l'impôt, qu'il soit local ou départemental, permettent l'existence de ce média. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, je ne sais pas si vous l'avez posé aux communes, aux intercommunalités, aux départements, de savoir à un moment donné comment est-ce que ceux-là peuvent soutenir, parce qu'ils y ont aussi un propre intérêt, pas l'intérêt de relayer leurs propres informations, mais de participer à la construction de cette identité départementale. Donc ma question est simple, c'est est-ce qu'au-delà des sollicitations à des partenaires individuels, à un moment donné, ça a du sens, et est-ce que ça télescope pas cette sacro-sainte, c'est pas péjoratif dans ma bouche, recherche d'indépendance, et est-ce qu'il n'y a pas des canaux qui sont empruntables? De la même manière, je vous dis que pendant une époque, la télévision locale, dont je crois qu'on peut dire, tout le monde le disait, qu'elle était totalement indépendante, bénéficiait d'un financement public, où on avait assumé dans l'Essonne une forme de redevance départementale, là où il n'existait pas, c'était 1 euro par an et par habitant. De la même manière qu'il y a un financement public de la presse déficitaire, ne peut-on pas inventer un financement public local, même fut-il bricolé, ou bordé par des principes, une charte, c'est-à-dire aucune ingérence, bien évidemment, quoi que ce soit, pas un seul financeur pour ne pas être dépendant, et avoir quelque chose transpartisan qui consisterait à dire, enfin, je dis ça parce que ça pourrait être demain, et quand je vois les montants en plus en question, ils sont à la mesure de ce que des collectivités locales peuvent faire, qu'il s'agisse des grandes agglos, des communes de l'Essonne ou du conseil départemental, pour parler de l'institution que je connais le mieux. Voilà. Merci Jérôme Gage de cette question. C'est vrai que je veux répondre directement. Après, on continue à parler, mais c'est vrai que là, je trouvais que c'était une question assez intéressante parce qu'en plus, vous n'êtes pas le seul à nous la poser. Depuis qu'on a lancé du coup cette opération, et même au mois de juillet, on avait fait un questionnaire assez large avec quelques 400 réponses qu'on avait eu quand même sur l'avenir de ce journal, sur qu'est-ce qu'on allait en faire, qu'est-ce qu'en pensaient du coup les personnes à qui on en a posé tout ça. Et on a plusieurs personnes, bon, pas non plus des centaines, mais peut-être voilà, plusieurs personnes, et encore récemment, qui nous ont dit, mais attendez, ce que vous faites, ça devrait ou ça doit être financé par les collectivités, attendez quand même, c'est pas normal. Alors après, on enlève le fait qu'une partie de gens, c'est qu'on a un nom Essonne Info, donc il y en a qui ont cru qu'on était un organe du Conseil Général, alors du coup on a dû dire on n'est pas le MAC de l'Essonne, le truc d'information de département, on est vraiment un journal indépendant. Mais sans revenir là-dessus, vraiment sur la question de l'aide publique, de la subvention locale, on nous a dit ça plusieurs fois, et c'est vrai que dès le début, si vous voulez, on s'est dit que c'était pas une bonne idée, en fait. Voilà, on s'est dit que le problème, en fait, du financement par des collectivités locales, c'est qu'en fait, il y a une certaine proximité entre un média local et les collectivités, parce que le traitement est directement lié aux collectivités. Et parce qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent de la vie locale, des villes, du département notamment.
Et donc l'analyse a été faite de notre côté, de se dire que c'était pas une bonne idée parce que on se dit que justement on risquait d'avoir de dépendre de gens dont les directions peuvent changer, voilà. Et si, par exemple, je sais pas, si on écrit un papier qui plaît pas à la ville qui nous finance, si jamais ils nous financent beaucoup, du coup c'est un coup de ciseaux dans les budgets. Et je vais faire juste un petit parallèle parce que du coup ça me fait rappeler l'histoire d'un média presque frère qu'on avait, je parle au passé, qui était dans le Val d'Oise, qui s'appelait Actu 95. Je vous dis s'appelait parce qu'en fait il a fermé ses portes au mois de mai. Si vous tapez Actu 95, vous tombez sur le dernier article où ils expliquent tout. Pourquoi est-ce qu'ils arrêtent? Et ils avaient commencé en 2010 en plus, donc un peu sur un modèle comme nous, c'est-à-dire associatif, avec une professionnalisation, avec de la création de petits emplois, un peu comme nous. Et en fait, en lisant simplement leur mot de fin pour dire pourquoi on ferme, donc pourquoi ils arrêtaient après 5 ans d'existence quand même, donc les confrères d'Actu 95 expliquaient très clairement qu'ils ont commencé à se poser les questions de et maintenant, est-ce qu'on peut pérenniser? Comment faire? Voilà, ils se sont posé ce genre de questions en 2013, au bout d'un coup, ils ont commencé un peu à s'essouffler. Voilà, et ils ont eu cette démarche d'aller justement vers les institutions publiques, vers les collectivités, et ils racontent vraiment bien dans ce papier, ils racontent vraiment bien qu'ils sont allés vers l'équivalent d'Essonne Initiative, mais dans le Val d'Oise, donc Val d'Oise Initiative, et ils disent oui, et on a eu comme réponse, vous êtes venu chercher un coup de pouce, ce qu'il vous faut c'est un coup de pied au cul. Et pareil, ils sont allés demander des subventions, mais pas sur le fonctionnement, mais vraiment sur de l'investissement au conseil départemental, donc au département du Val d'Oise et à la région, pour essayer de miser sur du développement, donc de l'investissement, et ils ont eu les portes fermées, vraiment. Et le pire dans l'histoire, le comble, c'est que, en fait, de mettre toute leur force dans essayer du coup d'avoir des ressources par ce biais-là, en fait, ça a vraiment fini de les tuer. En fait, c'est qu'ils étaient à bout de souffle et que d'aller dans cette direction-là, malheureusement, ça les a butés. En fait, excusez-moi l'expression. Et après, sur les limites aussi, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez, je pense qu'on a bien fait de ne pas faire cette démarche-là. Ça me rappelle juste aussi une petite discussion qu'on a eue la semaine dernière. Il y a certains dans la salle en plus qui étaient là, donc ça fait 2 fois qu'ils viennent nous voir en 2 semaines, on sait bien, sur le plateau de Saclay, où on a fait le débat. Et en fait, ils ont un média qui s'appelle Média Paris-Saclay, qui est en fait donc un média qui dépend de l'établissement public Paris-Saclay, qui est en fait le bras armé de l'État sur place. En fait, c'est vraiment le bras armé de l'opération d'intérêt national. Ils ont vraiment voilà, et ils ont investi sur du coup ce média qui s'appelle Média Paris-Saclay, animé par un journaliste, et il se revendique lui-même, il s'appelle Sylvain, un monsieur vraiment très charmant, très professionnel. Il se revendique vraiment avec une démarche journalistique, c'est-à-dire vraiment il fait des papiers voilà, pour montrer les choses, expliquer ce qui se déroule sur ce territoire du plateau de Saclay, mais malgré ça, il nous dit quand même qu'il ne peut pas parler de tout. Voilà, il y a des sujets, il ne peut pas les aborder. Il ne peut pas les aborder. Et parce que, par exemple, la remise en cause du bien fondé par exemple, d'un cluster de cette taille-là, ou aller dans la profondeur de certains enjeux qui touchent particulièrement en ce moment les habitants, du coup, c'est comme s'il a une partie de ce qu'il écrit, il sait qu'il peut pas l'écrire. Et c'est vrai que on voit, en fait, si vous voulez, plus de désavantages que d'avantages, on va dire plus d'inconvénients que d'avantages à aller dans cette démarche-là. Mais pour quand même aller sur la suite, si vous voulez, l'idée de ce projet et de sa suite, c'est vraiment de s'appuyer principalement du coup sur nos lecteurs, donc du coup pour presque acheter notre indépendance et notre montée en gamme et notre structuration voilà, sur le moyen terme, mais on a une volonté dans un deuxième temps de trouver des moyens de faire par exemple des abonnements collectifs. Donc qui seraient des abonnements pour des collectivités, par exemple, s'ils ont des chefs de service ou des collaborateurs, plutôt qu'ils prennent chacun un abonnement, et oui, on les sollicitera, mais dans un deuxième temps, on les sollicitera
des institutions, des collectivités. On les sollicitera en leur disant on existe, voilà, on a réussi ce cap qu'on espère réussir la semaine prochaine. Et par ailleurs, voilà, à côté d'abonnements individuels, on pourrait avoir une partie de nos ressources d'abonnements un peu plus collectifs. Et du coup, si les collectivités, par exemple, décident de jouer le jeu, effectivement. Donc c'est une piste. C'est une piste. Et Louis, tu voulais ajouter? Je veux bien rebondir, parce que je suis rassuré par la réponse de Julien. Parce que je pense vraiment que justement, c'est là où il faut changer le paradigme. Si on a une presse faible en France, fragile, et qui du coup cherche des mécènes pour faire ses fins de mois, avec les problèmes des médias faibles, je dirais en général, c'est justement parce qu'il y a eu depuis on pourrait dire depuis l'après-guerre, une façon de penser que la seule façon d'avoir des médias qui puissent être d'intérêt public, c'est la subvention par l'État. Et bon, aujourd'hui, je suis désolé, c'est plus d'1 milliard par an les aides publiques à la presse, et les 2 premiers qui prennent, c'est Le Figaro de M. Dassault. Autant que je sache, il a assez d'argent pour financer son journal, puisqu'on a un président et un ministre de la Défense qui vendent ses avions, donc nos avions, parce que c'est nous qui les fabriquons. C'est juste, vous avez raison. C'est juste. Ce sont toujours ceux qui travaillent qui créent la valeur. On est d'accord. Vous avez bien fait de me rectifier. Et donc, donc l'argent va à ceux qui en ont le moins besoin et pas à ceux qui en ont le plus. Donc, et j'ai vu l'effet pervers dans le journal où j'ai été pendant 25 ans de ces aides publiques. Et du coup, des mécènes de l'autre côté. Parce que qu'est-ce que ça ruine? Ça ruine la dynamique des équipes. Ce que tu as dit en disant ça les a tués d'aller chercher. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au lieu de se dire mon métier de journaliste, c'est de créer de la valeur dans la relation avec le public. Les équipes se disent, et ça vaut pour les médias, mon problème n'est pas de créer de la valeur dans la relation avec le public, je suis payé, je fais mon boulot, donc l'individualisme, le narcissisme, l'isolement du journalisme par rapport au public, car la crise de confiance entre les médias et les publics existe, se développe, se renforce, parce qu'il y a cet apparent confort. D'un côté, il y aura de toute façon de l'argent public. Notre syndicat a montré comment il y avait encore, alors qu'on est dans la révolution numérique, les efforts principaux du pouvoir exécutif, du pouvoir politique, vont du côté de la presse papier et pas de ce bouillonnement numérique-là. Moi, je suis pour la vertu des aides indirectes. Oui, l'information n'est pas une marchandise comme les autres. Donc, ce que j'ai défendu et que nous avons obtenu, mais du coup j'en paye le prix fort aujourd'hui, de dire la presse, c'est pas le support qui définit la presse. La presse, c'est du papier ou c'est du numérique, mais c'est de la presse, donc c'est les contenus. Et donc, si la presse, on veut qu'elle soit abordable, qu'elle soit le moins chère possible, eh bien, elle a une TVA. En Grande-Bretagne, elle est de 0, la TVA sur la presse. Chez nous, elle est de 2,1. Mais il ne faut pas que pour autant les abonnements grimpent. Il faut au contraire justement elles soient abordables, qu'elles soient pas chères, parce que c'est une nourriture démocratique. Je suis pour, je parlais de J'aime l'info, oui, si je donne à la presse, donc quand vous ferez une plateforme régulière sur J'aime l'info pour qu'il y ait, vous nous avez aidés maintenant, maintenant aidez-nous de manière récurrente, voilà, oui, je suis pour dire si vous donnez à la presse d'informations, IPG, information politique et générale, ce que est SN Info. Je siégeais à la commission paritaire des publications et agences de presse où vous avez obtenu ça. Eh bien, oui, si j'aide, j'ai, comme je ferais dans des causes humanitaires, voilà, je peux avoir un abattement fiscal. Ça, c'est des aides indirectes. L'aide directe, c'est-à-dire la dépendance sur des subventions publiques, etc., elle est pour moi, dans nos métiers, elle est malsaine. Je pense que j'ai envie de dire à Jérôme Guedj, il faut que tous les élus de votre sensibilité sur leur dotation, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, comment ? Oui, pas les indemnités, ce qui est pour frais, là, de fond. Ah, il n'y a pas au Conseil général, je pensais à l'Assemblée nationale et tout. Bon, je dis...
Voilà, le conseil départemental, oui. Enfin, les assemblées départementales. Je dis, ben voilà, ben, à ce moment-là, que tous les élus disent, quel que soit, nous, on pense que cette presse doit exister, doit être indépendante, qu'on soit de droite ou de gauche, on pense que c'est d'intérêt public, eh ben, voilà, on met une contribution, mais ce n'est pas une dépendance à la subvention. Parce que sinon, du coup, on ne mobilisera pas le public. Parce que je crois qu'on est dans un moment où l'indépendance, puisque c'était le point de départ de cette soirée, c'est vraiment... voilà, ça se construit ensemble. C'est une confiance, on est sous le regard du public. Et l'indépendance, ça veut dire, bah oui, j'ai pas de fil à la patte. Et je vous explique tout. Et en effet, voilà, je peux avoir tel engagement éditorial, ben, ça ne m'empêchera pas de sortir une information qui bouscule les personnes qui pourraient se reconnaître dans mon engagement éditorial. Parce que je suis indépendant. Parce que, au fond, je n'ai qu'une ligne, qui est l'information d'intérêt public, sa nécessité. Et puis, par ailleurs, je suis un média participatif. On peut me critiquer, on peut... le respect du... Par exemple, ça, c'est important à dire ça sur le numérique. Contrairement à ce qu'on dit, le côté, il y a tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux. La presse numérique peut être beaucoup plus rigoureuse dans le respect du contradictoire. À cause du lien hypertexte, le droit de réponse d'un élu qui s'est estimé maltraité et qui peut avoir de bonnes raisons pour cela, ou d'une entreprise, ou d'un syndicat, ou d'une association, eh bien, dans la presse papier, il va être publié 15 jours après, dans une page différente de la page ou l'article en question, tandis que dans le numérique, ça peut être lié à l'article, ça peut être indissociable de l'article. Et on ne mettra pas un coup de pied de l'âne derrière parce qu'on sait que de toute façon, l'histoire continue et c'est de droit et on respecte ce qu'on appelle le contradictoire. Donc c'est ça que j'appelle le laboratoire. Hein. Et c'est une question importante parce que je le vois bien dans la notoriété de Mediapart. C'est aussi l'idée, et ça a beaucoup existé dans notre histoire des conquêtes républicaines et démocratiques, cette idée que la presse, si elle est au rendez-vous de cette exigence, de cette hauteur, c'est une phrase d'Albert Camus que je cite souvent. Albert Camus, le grand écrivain, vous savez, prix Nobel, etc., a été journaliste clandestin, c'est-à-dire secret pendant l'occupation, et il a dirigé à la Libération le journal Combat dès août 1944 à Paris. Et dans un de ses premiers éditoriaux, il dit « Notre désir, d'autant plus fort qu'il était muet, puisque c'était dans la clandestinité, était d'élever ce pays en élevant son langage. » C'est-à-dire que la conversation qu'un journal de qualité crée peut être une conversation qui nous élève tous ensemble, hein, qui fait au fond, voilà, on relève la tête, on ne s'abaisse pas, on n'est pas dans le marécage, on n'est pas dans l'insulte, et en même temps, on fait du commun, on fait du lien autour de questions communes. Or, c'est une très vieille histoire. Vous savez, beaucoup de gens ne le savent pas, à la place de la Bastille, la colonne dite de Juillet, c'était les Trois Glorieuses de 1830, ça n'a rien à voir avec la Révolution française, hein, c'est après 1830. Et c'est quoi? Parce qu'il y a une crypte sous la colonne. Il y a les noms hein, sur la colonne de tous ceux qui sont morts pendant ces Trois Glorieuses, et leurs dépouilles, ils sont 500, pour la plupart, sont des dépouilles, y compris anonymes, sont à la base de la colonne. C'est des ouvriers, des employés, des artisans du Faubourg Saint-Antoine, le quartier populaire de Paris, qui se sont mobilisés pour quoi? Pour la liberté de la presse, et qui sont morts pour la liberté de la presse. C'est les ordonnances de Charles X qui ont voulu restreindre la liberté de la presse. C'est-à-dire qu'il y a eu cette idée dans cette époque où, y compris pour avoir des conquêtes sociales, pour avoir des conquêtes qui font vivre la politique comme bien commun, il fallait d'abord la presse. La presse n'était pas une question annexe, c'était une question centrale. Le droit de savoir, la liberté de dire. Vous savez, c'est des histoires qu'on ne raconte pas, on ne fait pas assez la pédagogie de cette histoire démocratique qui n'est pas pour moi un passé mort, qui est vivante. Quand on prend la question, par exemple, avec le numérique, de l'open data, avoir accès à tout ce qui est d'intérêt public, on doit pouvoir y avoir accès directement. Ça doit être fini, la culture du secret, dès qu'il s'agit de l'intérêt public. Comment, avant la Révolution française, et ça a traversé la Manche, en Grande-Bretagne, il y a la première révolution parlementaire, qui n'est pas une révolution, un sursaut de quelques années, qui dure pendant 60 ans.
aux communes, qui va créer cette monarchie parlementaire, mais qui commençait comment? Elle était dans le secret. Les assemblées de la commune étaient secrètes. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas en rendre compte. Donc des gens s'y glissaient, des héros du journalisme de l'époque, et certains ont été au pilori. Alors du coup, après, ils utilisaient des pseudonymes, mais ils racontaient, ils ont mené pendant 60 ans la bataille. Si vous discutez de ce qui nous concerne, ça doit être public, donc on va le raconter. Mais mieux que ça, le mot d'ordre de ces assemblées, c'était, en anglais, « open the books », ouvrez les livres. Ouvrez les livres de compte de l'État. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. Donc quand nous disons le droit de savoir, quand nous disons, nous combattons des secrets indus qui, au fond, disent qu'il y a, au fond, une minorité qui, elle, a le droit de savoir ce qui nous concerne. Eh bien, c'est des enjeux très concrets de l'espérance démocratique. Et open the book, c'est j'ai le droit de savoir, donc j'ai le droit de le publier. Vous savez, il a fallu un siècle en France pour qu'on ait la grande loi totalement démocratique, grande loi républicaine, la loi de 1880, sur la liberté de la presse. Après tant de régressions, le cautionnement, la censure, l'autorisation préalable, le premier article de cette loi, qui est un bijou, et qu'aujourd'hui, certains de nos gouvernants veulent contourner, veulent nous faire sortir de la loi de 1880, veulent nous faire tomber les journalistes pour d'autres raisons. Le premier article dit simplement « l'imprimerie et la librairie sont libres ». C'est-à-dire, voilà, vous avez le droit d'imprimer et de diffuser. Vous voyez bien que dans le cadre de la révolution numérique, on n'y est pas encore, puisqu'au contraire, on veut contrôler, on utilise le cheval de Troie de la sécurité pour sortir de ces questions démocratiques. Donc, pour moi, ce que j'ai vécu avec Mediapart, c'est cette idée de retrouver cette jeunesse de mon métier comme engagement démocratique qui redonne confiance à ceux qui se reconnaissent dans ce journal, qui se disent, bah oui, on peut prendre notre destin en main, on peut faire des choses ensemble, etc. Bien, certes, on n'a pas toutes les solutions, on n'a pas toutes les réponses, on sait tous que c'est compliqué actuellement, mais du coup, on reprend du courage pour ne plus être dans la servitude, ne plus être spectateur, ne plus être dans le sentiment de fatalité, ne plus être dans le sentiment qu'on n'y arrivera pas. Et donc, je le redis, dans la démocratie locale, qui en plus, nous le savons tous, la démocratie aujourd'hui ne peut pas être simplement une démocratie élective, choisir des représentants, et après on rentre en servitude. Non, il faut les contrôler, il faut savoir s'ils tiennent leurs promesses, il faut discuter, il faut vérifier, etc., il faut consulter. Donc aujourd'hui, on a besoin de quoi? D'une démocratie autrement horizontale, délibérative, participative. Et quel autre symbole que la révolution numérique comme potentialité technologique d'une révolution démocratique, pour dire les choses sincèrement. Il y a une révolution industrielle, numérique, technologique, qui profondément bouleverse ça, et bien elle appelle cette invention démocratique. Et ça se passera pas par des décisions d'en haut, par des laboratoires. C'est pour ça qu'on n'a pas, en t'écoutant et en écoutant le topo introductif et en voyant les vidéos, je me dis, mais on devrait se faire un jour une petite réunion à Mediapart, parce que moi, j'ai toujours dit, on ne fera pas de Mediapart locaux. Je ne crois pas du tout à cette idée qu'une marque va venir comme ça, d'en haut, en plus avec toujours les risques du centralisme français. Je pense que les bons journaux, ils naissent d'équipes qui les incarnent et qui sont du territoire et qui rencontrent les questions. Mais en revanche, en vous écoutant, bon, voilà, j'avais plein d'idées sur ce qu'il faudrait faire. Et je crois qu'il faut pas que vous vous contentiez de ce qui a été montré là. Il faut dire, voilà quel journal on veut faire, voilà les autres étapes, voilà si vous souscrivez régulièrement, voilà à quoi vous aurez... Et puis, il faut mettre ça en discussion. Il faut dire, et quelles idées? Monsieur a dit, mais moi, je veux bien être un contributeur. Alors, c'est quoi? Il tiendra son blog, mais est-ce qu'il peut annoncer... Je dis souvent, par exemple, des gens disent, il y a le succès de Mediapart, ils disent « Ah, il faudrait que vous parliez de ça, il faudrait que vous parliez de ça ». Je dis non, on ne peut pas parler de tout. Justement, le numérique, c'est fini, le journal qui parle, où les journalistes parlent de tout. Un bon journal numérique est un journal sélectif, qui vous propose un choix, une hiérarchie,
En revanche, nous sommes dans l'univers du numérique. Donc on peut mettre en lien hypertexte les nouvelles qu'il y a ailleurs et qui concernent l'Essonne, qu'on n'a pas traitées, mais qui sont partout et que vous pouvez connaître. Ou les nouvelles de service, pratiques. Tiens, il y a des changements d'horaire des trains, tiens, il y a ceci-là, ben, elles y sont. Votre agenda pratique de l'Essonne. Et puis, en revanche, on dit à des syndicats, des associations, etc. Bon, nous, vous n'avez pas besoin que nous. On traite vos sujets. Vous n'avez pas besoin qu'on... C'est fini la conférence de presse. Vous faites votre vidéo, vous faites votre blog, vous racontez vous-même vos initiatives. Et nous sommes dans cette liberté de parole du participatif. Alors tu as raison, tu l'as dit, ça suppose que quelqu'un l'anime, ce participatif, donc ça suppose un emploi, parce que c'est assez astreignant, il faut répondre aux gens, s'il y a des gens qui... Voilà, si c'est dans la modération a posteriori, il faut arriver à gérer tout ça, c'est assez chronophage. Mediapart, il y a 2 personnes à temps plein, 2 personnes à temps plein sur le club de Mediapart. Bon, donc sans compter les journalistes, toute l'équipe qui regarde. Donc voilà, ma réponse, c'est que je crois que de toutes vos réunions, là, moi je trouve que il faut passer ce cap, hein, il faut faire le saut là dans les quelques jours à venir. Il faut que tous vous envoyiez ça. Ceux qui ne sont pas encore sur Facebook, sur Twitter, mettez-vous-y pour le dire à tout le monde. Hein, voilà. Et puis parce que c'est comme ça que ça marche. La démocratie horizontale fonctionne comme ça aussi. Hein, il faut avancer comme ça. Voilà. Pardon, je suis bavard et je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Il y a plusieurs autres questions. On va laisser plusieurs interventions. Hein. Allez. Merci. Donc bonsoir, je m'appelle Josué. Donc moi je viens, on va dire en amitié parce que j'apprécie la démarche de Julien et de son équipe et je trouve voilà, que c'est important qu'il y ait un média comme ça sur le territoire. Et du coup en fait bon, j'avais quelques remarques et quelques questions. Donc la première, en fait, c'est une phrase d'un auteur africain qui s'appelle Amadou Ampateba et qui disait que la main de celui qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et donc c'est vrai, en fait, tu disais que tu voulais te dédouaner un peu de tout ce qui était les dons on va dire, de tout ce qui était les politiques. Mais en fait, je me disais, est-ce qu'à trop dépendre des lecteurs, ça ne risque pas d'influer aussi sur votre ligne éditoriale, parce que du coup, il y aura cette contrainte de vouloir satisfaire les lecteurs. Donc là, c'était ma première question. Ensuite, la deuxième, c'est vrai qu'on est dans un territoire où, voilà, pour beaucoup, on dit que c'est des cités dortoirs. Donc c'est vrai, donc ça veut dire qu'on est dans un contexte où les gens ne se soucient pas forcément de la vie ou de la réalité de leur territoire. Et pourtant, en fait, l'idée du journal, c'est de valoriser en fait ce qui se passe dans ce territoire. Et donc du coup, en fait, la deuxième question, c'est comment sensibiliser justement des gens qui, eux, ne se préoccupent pas de ce sur quoi vous travaillez. Ça, c'était ma deuxième question. Et ma troisième, je l'ai oubliée. Et donc voilà. Et si, ma troisième. C'est vrai que du coup, en fait, par contre, c'est un territoire où t'as beaucoup d'artistes, t'as beaucoup de personnes intéressantes. Et du coup, en fait, je me disais, est-ce qu'une idée, ça pourrait pas être qu'il y ait des articles ou des choses de ce type-là qui soient écrits par justement des personnages un peu de ce territoire. Donc voilà. J'ai peur d'oublier ma question. Je voulais rebondir sur la culture du secret dont vous avez parlé tout à l'heure. Parce que nous avons un exemple typique avec le taffetas qui nous met dans un secret immonde et où on cache aux citoyens tout ce qui va se passer avec ce traité commercial transatlantique. Et c'est important justement qu'il y ait de tels médias parce que les collectivités locales vont se trouver touchées de plein fouet parce que avec la concurrence libre et non faussée, bien sûr, ça peut se passer entre États, etc. Pas les collectivités locales. Il y aura les collectivités locales qui seront touchées et ça sera là où ça sera important que la base
renvoie concrètement, jour le jour, j'allais dire, les informations de manière... Parce qu'on est là et on se dit, mais oh, c'est le pouvoir des multinationales, c'est tellement énorme ce pouvoir. Vous l'avez dit vous-même, même par rapport aux États, ils ont plus de pouvoir. Et voilà, c'était l'intervention que je voulais faire. Il y avait d'autres personnes. Oui, il y a un monsieur là. Oui, bonsoir. Je suis un de vos followers. Je suis venu ce soir. J'ai été rassuré par ta réponse. Je vais te tutoyer parce que tant qu'à faire, je suis un futur abonné. Voilà. Je suis un futur abonné pour la réponse que tu viens de donner à Jérôme Gage, en disant que tu ne veux pas de l'argent public. Je te dressais ma façon de lire la presse. Je lis le Canard enchaîné depuis 40 ans. Je lis Mediapart. Je lis tous les autres journaux. Je suis venu ce soir parce que son info, oui, je suis un follower. Mais bon, j'ai pas mal. Je ne suis pas un ministre, mais je suis qu'un simple travailleur. Mais déjà, quand on a fini sa journée de travail, on n'a pas tout le temps de s'informer. Donc, on n'a pas le temps nécessaire qu'on voudrait donner pour s'informer. Voilà. Quand je dis on n'a pas le temps, c'est que même si je veux le prendre, il y a des moments où j'ai pas le temps. Voilà. Donc, ta réponse en disant que tu veux pas de l'argent public, moi ce que je veux, c'est lire les vraies infos de l'Essonne. Je suis un Essonnien depuis 35 ans. J'habite aux Ulysses. Les derniers petits problèmes qu'il y a eu aux Ulysses, quand j'ai lu. Moi, j'ai des collègues je suis provincial, m'ont dit mais c'est la guerre, c'est Chicago, c'est trois poubelles qui ont brûlé. J'excuse pas, c'est pas là le problème. Voilà. Et mais même en Essonne, quand on dit aux Ulysses, oh là là, les Ulysses, c'est Corbeil, les gens ils y vivent pas, Donc moi j'ai j'espère, j'en suis persuadé, que Essonne Info donnera les informations pour que les gens puissent vivre ensemble, comme tu disais, lui, sache que les Ulysses, comme Corbeil, comme Massy, comme, je ne sais pas, toutes les autres villes de l'Essonne, on peut y vivre, on peut y travailler, on peut se distraire, voilà. C'est tout ce que je voulais te dire, mais je vais m'abonner par rapport à ta réponse. Voilà. De l'argent public, n'en prends pas, parce que les politiques, ce qu'ils veulent, c'est avoir leur discours transmis, excuse-moi du terme, mais ma fille, elle fait des études de journalisme aussi, par des journaleux. Voilà. J'espère que vous ne serez pas des journaleux. Ça, j'en suis persuadé. Vive l'indépendance de la presse, vive Mediapart, vive Essonne Info, et vive le Canard enchaîné aussi. Parce que j'aime le papier aussi. Il y avait monsieur aussi. Oui, bonsoir. Je dois dire que je me posais des questions, j'ai eu des réponses, et personnellement, il n'y a rien qui m'a choqué dans les propos qui ont été dits au niveau de la tribune. Je voudrais simplement reprendre ce qui vient d'être dit juste avant, mais je confirme que ça ne serait pas normal, je pense, et dangereux donc de faire appel à des subventions, qu'elles soient communales ou même, je dirais, à la limite des subventions d'organismes syndicaux ou politiques, parce que dès qu'on a affaire à un groupe, une collectivité organisée, ils auraient des exigences. Et en étant des adhérents individuels, automatiquement, on a un panache assez important de citoyens, et donc aucun ne pourrait s'imposer par rapport aux autres, ce qui risquerait d'arriver avec des collectivités, quelles qu'elles soient.
Oui, Christian Schüttle, je voulais juste, parce que je le dis pour les élus, et je crois que je vais le dire pour la presse aussi, je pense qu'on a les élus qu'on mérite. Il faut que chaque citoyen en prenne bien conscience, et je crois qu'on a la presse qu'on mérite, et l'ambition citoyenne qu'on a ou qu'on ne veut pas avoir vis-à-vis de la presse. Et donc c'est vrai que l'engagement citoyen pour avoir une presse qui soit libre, il passe d'abord par chacun de nous, et certainement pas attendre d'une collectivité qu'elle nous assure une liberté de presse qu'elle ne nous assurera pas par nature. Parce que tout simplement, il est beaucoup plus difficile de satisfaire au désir de 10 000 lecteurs qu'au désir d'un maire ou d'un président de conseil général. Beaucoup plus facile de répondre à ça. Et on sait bien, et je suis placé aussi pour le dire, que les rapports entre les élus et la presse, il y a un effet qui se coule qui est extrêmement difficile, à la fois si on les finance, mais tout simplement des rapports de sympathie qui finissent par... Moi, j'ai un vieux copain à Libération qui me disait « Je ne peux plus rien écrire sur toi parce que je t'aime trop ». Et qu'il y a un moment, on ne peut plus rien faire. Et donc, c'est vrai qu'on a la presse qu'on mérite et que c'est notre responsabilité collective à chacun d'entre nous, et surtout ne rien demander aux autres, de vous aider à vous en sortir. Il y a encore une ou deux personnes, je crois, qui... Là, monsieur et monsieur... Bonsoir, Jean-Marie Penet, né dans l'Essonne, né dans cette ville même d'ailleurs. Je rebondis sur Edoui Plenel, ce que vous avez dit. Effectivement, vous avez évoqué l'idée, je pense, chez Mediapart. Je pense qu'effectivement, une soirée en invitant des gens qui font des médias locaux sur des territoires, sur les départements, ce serait effectivement quelque chose qui permettrait de relayer, de donner une ampleur nationale à des initiatives locales. Ça me semblerait très intéressant. J'imagine que vous l'avez... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Je suppose que non, mais voilà. Et puis, aussi sur la culture démocratique, moi j'étais venu ce soir sans trop savoir pourquoi. Enfin, et son info, je connais depuis quelques mois. Je relaye sur Twitter régulièrement des choses. Et en fait, je constate, ce que je pense depuis pas mal de temps, c'est que la culture démocratique, c'est une culture, c'est un travail quotidien. Permanent. Il y a des gens qui croient dans ce pays, et notamment beaucoup de gens qui sont déçus par le système politique, qui croient que c'est installé, et puis hop, ça va rouler. Ça roule, mais non, ça roule pas comme ça. On l'a vu en 2002, on l'a vu, on le voit, enfin moi je le vois tous les jours, et je pense qu'effectivement c'est un travail quotidien dont on se lasse pas si on croit un tant soit peu en l'être humain. Voilà, et donc la liberté de la presse, effectivement, l'indépendance de la presse en fait partie, et c'est effectivement très important. Voilà, et merci pour cette soirée. Merci. Et il y avait le jeune homme là, juste là, et après, après je répondrai. Bonsoir, Quentin Bourgeon. Je suis étudiant à l'université d'Evry et du coup j'en profite pour parler un petit peu du côté de la jeunesse, notamment au niveau des étudiants. Je suis impliqué dans la démocratie de mon université. Et donc SN Info, moi je l'ai connu sur pas mal de sujets. Ça fait quand même pas mal de temps que je lis les différents articles sur les différents supports, notamment sur Paris-Saclay où j'ai pu apprendre par une autre voie que celle habituelle ce qui se passe directement dans l'université. Aussi au niveau des élections, notamment au niveau des élections départementales, on a pu avoir des débats vraiment intéressants et les étudiants ont pu avoir un accès direct à ces débats-là et pouvoir s'impliquer et du coup lutter contre l'abstention au niveau des différentes élections. Et aussi par exemple sur ce qui s'est passé à Savigny au niveau des MJC qu'on fermait avec une municipalité qui avait une vision différente de la jeunesse. Et donc le thème de la soirée est l'indépendance de la presse. Et moi j'aimerais bien revenir aussi sur l'indépendance de la jeunesse qui est aussi apportée par la presse. Et j'avais une question un peu plus technique du coup pour SN Info. Vu que le service va passer avec un système d'abonnement, comment faire en sorte, en mettant un service, une partie gratuit pour pouvoir donner envie aux étudiants de s'abonner derrière, comment réussir à mettre ça en place, en sachant qu'il y a notamment, je pense, des thématiques importantes qu'il faut garder accessibles à tous, que ce soit sur les élections ou autres, qui est un peu comme ce qui était dit avant, de l'utilité publique. Voilà. Eh ben, je vais reprendre un peu la suite, en répondant directement à
ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'il faut se dire que on a tout intérêt, nous, à garder une partie en libre accès sur le site et même à la développer, pour plusieurs raisons. Déjà, si on est très marketing, on dirait qu'il faut un produit d'appel. Ça veut dire qu'il faut pouvoir montrer pour convaincre que ça vaut le coup d'aller plus loin et éventuellement de s'abonner. Et donc du coup, comment on conçoit ce futur du journal? C'est qu'on aurait du coup une partie abonnée, et avec un aspect très important à nos yeux pour nos futurs abonnés, c'est l'aspect justement de pouvoir partager, offrir des articles aussi. On n'invente rien, hein, comme il vous a dit mon collègue. Et du coup, de pouvoir offrir des articles, c'est vrai que sur des thématiques précises, quand on a un abonné, par exemple, qui s'occupe, qui est engagé sur sa commune, par exemple, si on relaie une question, on va dire, très importante à ses yeux sur un débat local qui le touche directement, il aura la possibilité de le mettre offrir, par exemple, sur son Facebook ou d'envoyer par mail à ses 6-7 amis qui pensent qu'ils seront intéressés. Et donc on laissera cette possibilité-là. Après, techniquement, il faut qu'on voit comment on fait pour le faire 1, 2, 3, 10 fois par mois. Il faut qu'on voit. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment ça. C'est celle de pouvoir offrir ça. Et sur l'aspect de libre accès des Essonnes Info, l'idée, c'est vraiment aussi de développer ces aspects extérieurs, comme je disais, à travers ces espaces de chronique, de blog, de vraiment construire des choses, y compris en partenariat, puisque on a une volonté d'aller vraiment vers travailler en lien avec des associations, par exemple, pour relayer le mieux, ou comme on pourrait appeler dire, faire un travail de relais de la parole citoyenne. En clair, il y a vraiment un besoin de rapprocher, je pense, les médias, et même un média comme nous. On est quand même encore pas confidentiel. On a un bon public, on a beaucoup de vues, mais la majorité des habitants de l'Essonne qui lisent peu ou pas la presse ne connaît pas, ou peu, on va dire, ou peut-être sur un ou deux sujets. Donc il y a tout ce travail-là à faire, d'aller encore plus vers l'extérieur et de continuer là-dessus. Et du coup, je continue un peu sur les différentes questions qui ont été soulevées, sur la question plus particulièrement de l'influence, comme ça a été soulevé par rapport aux questions des subventions locales. Je tiens à préciser qu'on ne ferme pas la porte. Du coup, on ne demandera pas de subventions aux collectivités locales. On ne l'a jamais fait, on ne le fera jamais. Par contre, comme je vous le disais, on leur dira, ils peuvent s'abonner collectivement, ça veut dire un abonnement collectif. Ils peuvent nous prendre de la publicité, parce que vous avez des collectivités qui ont des campagnes de communication avec des publicités qu'ils achètent dans la rue ou dans les médias. Et jusqu'à présent, on a déjà travaillé avec 6 ou 7 collectivités différentes sur de la publicité. Voilà. Donc il y a une relation commerciale, achat, vente, et donc ça veut dire que on doit faire très attention de ne pas avoir de collectivités qui nous achètent par exemple la moitié ou un tiers de notre publicité, sinon c'est sûr que ça serait un problème. Mais si on a une diversité d'institutions, certaines qui nous prennent de la publicité, bon, on ne refusera pas parce que c'est une source de financement qui nous semble assez intéressante. Et pour aller dans le sens justement de ça, sur cette question, ça me fait revenir une toute petite histoire. En fait, on n'a pas demandé de subvention aux collectivités. Par contre, en fait, en 2013, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement à la création de projets et surtout sur la structuration économique du projet, financé en partie par les collectivités, puisque c'est un programme de Essonne Active qui vraiment est dédié aux entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Et vu qu'on est associatif, on n'a pas eu d'argent. Par contre, on a eu un consultant qui est venu nous aider et qui nous a appuyé. Voilà, en fait, c'était une forme d'accompagnement en fait à la structuration économique du truc. Et du coup, ils m'ont fortement dit, à la fin de cet accompagnement, ils m'ont dit, mais vous devriez postuler. Il y a un prix
dans ce département le prix de l'économie sociale et solidaire. Vraiment, allez-y, postulez, parce qu'en plus, vous pouvez avoir un meilleur accompagnement après, un peu de moyens, pas de subvention de fonctionnement, mais une petite subvention d'investissement. Ils ont dit, allez-y, allez-y. Donc on a rempli un dossier, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas, on est dans le champ de l'ESS, en même temps, on est dans le champ de l'économie sociale et solidaire, on veut créer de l'emploi, on veut pérenniser, donc on s'est dit, on va y aller. Bon, on a été recalé, on n'a pas été même au jury. Et par contre, je me suis retrouvé face, alors du coup désolé Jérôme Gage parce qu'en plus il est dans la salle, mais face à un des collaborateurs de Jérôme Gage qui en fait 3-4 mois après m'a balancé dans la tête, m'a dit ah oui mais c'est vrai que votre travail, oui c'est bien, mais du coup vous demandez des subventions au CG au titre de l'économie sociale et solidaire. Et je suis tombé des nues en fait. De postuler, j'étais vraiment tombé des nues, j'avais du coup pas eu de retour à postuler à ce prix, et même juste en ayant postulé à un prix, qu'on me dit postuler c'est intéressant, je me reprends en volée, genre ah vous essayez de gratter des subventions au titre de l'économie sociale et solidaire. Donc imaginez si on avait touché quelque chose. Là, franchement, donc c'est vrai que ça me confirme d'autant plus que c'est vrai que c'était pas forcément une bonne direction. Par contre, on a répondu. Une information quand même, on a répondu à un appel à projet du ministère de la Culture sur les médias de proximité pour essayer de développer justement un appel. Et donc du coup, on s'est dit qu'on pouvait, sur des appels à projet, un appel à projet du ministère de la Culture dédié aux médias de proximité, on pense que c'est un échelon qui est quand même suffisamment haut et avec des règles suffisamment strictes pour pas que ça influe sur notre contenu. Et donc, pour aller un peu plus sur les dernières, les autres questions qui ont été soulevées, du coup sur la question de l'influence, et du coup quelqu'un a dit est-ce que du coup on risque pas d'être influé par nos lecteurs, mais en fait il y a une vraie question de l'exigence que portent nos lecteurs vis-à-vis de nous, mais qui est déjà le cas. C'est qu'en fait on reçoit beaucoup de critiques, beaucoup qui sont constructives. Il y a souvent quand même un aspect critique, mais avec du positif. Donc on le prend plutôt bien. Des critiques aussi négatives. Et en fait, on le reçoit déjà. En fait, beaucoup de gens ils nous disent mais là vous l'avez traité comme si, mais vous auriez pu ajouter ça. Et du coup, on voit qu'on a beaucoup déjà d'interactions. Et les gens, même s'ils lisent gratuitement pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont déjà exigeants vis-à-vis de nous. Et en fait, ils le seront encore plus demain si ce sont nos abonnés, si vous êtes nos abonnés. Mais en fait, c'est légitime en quelque sorte. Il faut l'accepter, et nous en tant que médias, il faut l'intégrer, de se dire que on dit aux lecteurs soutenez-nous, abonnez-vous, et en quelque sorte on doit aussi rendre des comptes. Alors s'il y a 100 personnes qui nous tombent dessus d'un coup, c'est sûr qu'on ne peut pas répondre aux 100 en même temps, mais en même temps c'est à nous d'accepter cet état de fait. C'est que l'horizontalité, comme expliquait Edoui, elle touche toute la profession du journalisme. Et en fait, le temps est révolu du journaliste loin dans sa rédaction, qui vraiment fait ses analyses dans son bureau sans rendre de compte à personne. C'est qu'en fait, que ça nous plaise ou pas, c'est pas une question qu'on aime ça ou pas, mais de fait, on est obligé de rendre des comptes maintenant. Parce que aussi, on a une présence sur les réseaux sociaux, que les gens nous alpaguent. Alors, il y en a qui vont nous alpaguer pour des mauvaises raisons, et on ne peut pas forcément répondre. Mais on va avoir beaucoup de gens qui vont nous faire de la critique légitime, de l'exigence auquel on va essayer de répondre, ou si on ne peut pas répondre en expliquant pourquoi est-ce qu'on ne peut pas forcément. Je prends l'exemple du Sud Essonne. C'est vrai que le Sud 91, on est beaucoup moins présent. Parce qu'on est une petite équipe, mais parce qu'on est surtout, nous, du nord plutôt urbain, tout le secteur d'Evry, Juvisy, Massy. Voilà. Et c'est vrai que nos lecteurs du Sud Essonne ont le droit, mais c'est normal qu'ils soient exigeants vis-à-vis de nous, et qui nous disent mais attendez, il se passe des tas de trucs à Étampes, je vous raconte pas le nombre de choses qui se passent dans leurs embrouilles politiques notamment, mais on n'a pas encore les moyens d'aller régulièrement, et c'est un temps, on devrait, par exemple sur une ville comme Étampes, être plus présent parce qu'il s'y passe des choses et il y a des vrais enjeux qui touchent aux habitants de cette ville et des alentours. Et pour finir juste, c'est vrai qu'il y a la question de toucher plus largement encore. L'idée d'avoir cette version abonnée et de développer la partie en accès libre à côté, c'est aussi pour toucher encore beaucoup de gens, en toucher encore plus. C'est vraiment clairement notre ambition. Après, c'est vrai que c'est la diffusion, c'est Internet. Après, on réfléchit à des choses, notamment peut-être sur du moyen terme, de l'édition plus localisée.
Parce que c'est vrai que si on habite à Massy, Palaiseau, on s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe dans notre bassin de vie de Massy-Palaiseau, de les questions du RERB pour les transports, que de l'autre côté, à Hyères ou Brunois, à moins qu'on ait de la famille ou un travail là-bas, on regarde beaucoup moins. En fait. Et donc c'est vrai que ça, c'est aussi une ambition qu'on a, c'est de pouvoir coller aussi au plus près de ce que nos lecteurs attendent aussi, et pourquoi pas plus localiser aussi nos éditions. Et la question de l'ouvrir aux artistes, c'est vrai qu'on fonctionne pas mal avec... il est parti d'ailleurs. Non, évidemment. Bon, on fonctionne pas mal avec des rapports qu'on construit avec l'extérieur, avec des acteurs associatifs, avec le monde de la culture. Et c'est vrai que c'est de l'évolution presque. On a des artistes qu'on a suivis en 2010 et qu'on suit encore aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ils évoluent, des artistes locaux. Et peut-être une manière de les impliquer, effectivement, pourrait être une manière peut-être de créer des rendez-vous peut-être plus réguliers avec eux. Il y a des choses comme ça à penser. Et c'est vrai que la question de laboratoire, je la trouve, l'utilisation de ce terme, je la trouve plutôt pertinente, puisque c'est vrai qu'il y a tout à faire. Il y a vraiment tout à faire, en fait, sur un média comme le nôtre, par rapport à ce qu'on fait déjà, ce qu'on veut continuer et progresser et faire mieux et encore plus, mais tout le reste qu'on ne fait pas encore, ou qu'on ne fait pas encore suffisamment. L'ambition participative, par exemple, et je finirai juste là-dessus, l'ambition participative d'avoir un média vraiment participatif qui implique vraiment, où il y a beaucoup plus d'apports extérieurs, c'était la volonté de départ de ce journal. C'est vrai que quand on l'a créé en 2010, on s'est dit on va faire un média participatif. Mais après, c'est vrai que concrètement, le participatif, ça se construit, ça se gère, c'est de l'énergie à mettre sur cette question-là, et donc effectivement du temps de travail là-dessus.